Sans plus attendre, je vais vous présenter les sachants, les experts qui sont autour de moi, en commençant par Ewolinda Kasprich. Je vais juste dire après Ewelina, ce sera plus facile pour moi. Bonjour, vous venez de Pologne, merci d'être venu ce matin. Vous appartenez à une organisation qui s'appelle l'Institut Kosciuszko, qui est un think tank ou un institut de rayonnement et d'influence, hein, qui est spécialiste des sujets notamment d'économie numérique. Vous êtes proche de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous êtes également rédactrice en chef ou directrice d'une publication qui s'appelle, je ne vais pas le retrouver, European Cyber Security Journal. Merci beaucoup. Voilà, et vous avez différentes autres casquettes. Bienvenue. Je me tourne maintenant vers Brunsen Bertrand. Vous, Brunsen, vous venez de Rennes, vous êtes professeur de droit. Alors, je vais aller rapidement parce que, comme les universitaires, souvent les biographies sont très très longues, donc très fournies. Donc, vous les lirez vous-même sur Internet. Mais pour faire simple, Brunsen, vous êtes juriste et vous dites que vous êtes européaniste. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste des questions de droit européen, français bien sûr, droit européen, vous êtes agrégé docteur en droit, bref. J'ai quand même, voilà, je voulais quand même citer peut-être un de ces derniers ouvrages parus qui s'intitule, et ça donnera le ton des interventions que vous pourrez faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données, ça me paraissait important, DataGouv, hein, voilà. Et le titre d'un de ces derniers ouvrages, Constitutionnalisme digital ou encadrement des technologies de surveillance, les enseignements de l'expérimentation pour les JO de 2024. Voilà, donc je crois qu'on est en pleine cible. Et puis, last but not least, Henri Dagrin, à ma gauche. Vous êtes directeur général, Henri Dagrin, du CIGREF, qui est une organisation patronale ou une fédération professionnelle qui représente 150 ou 160, je crois, grands groupes français en particulier, mais pas que. 140, voilà, c'est ça. Et ce sont des entreprises... Ah, il y a des nouveaux. Et donc, vous avez pour mission de développer les capacités de ces entreprises à intégrer et maîtriser le numérique. Voilà, puis vous êtes surtout et aussi à la tête en fait d'un carrefour d'échanges, d'innovation, d'idées, de débats. Voilà. Et vous, on peut dire, vous êtes un spécialiste. Vous avez été spécialiste des questions de cyber pour la Marine nationale. Et vous avez été également directeur général du Centre des hautes études du cyberspace, le cyberespace, pardon, le CHECY. Le CHECY. Merci de me faciliter la tâche. Bon, voilà. Et moi, je m'appelle Meriadec Raffray, je suis journaliste et je suis des questions internationales et tout ce qui a trait, toutes les questions liées à la défense et à la souveraineté. Et je suis depuis quelques années déjà des questions de cybersécurité, mais plutôt sous l'angle souveraineté. Donc voilà, ce sera un plaisir pour moi d'animer vos débats. Et peut-être, si vous me permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous avons à peu près 1 heure ensemble, moins une dizaine de minutes qui vient de s'écouler. Ce que je vous propose, c'est comme on n'est pas nombreux, on va débattre avec le panel de cette table. Et puis ensuite, je crois que on va essayer de garder une période pour pouvoir échanger, puisqu'on n'est pas nombreux, donc ça peut être très intéressant pour vous et pour les experts à mes côtés d'échanger, si ça vous va. Donc on va regarder peut-être une dizaine de minutes pour la fin, en fonction. Voilà. Peut-être pour introduire ces débats, alors évidemment, vous, mesdames et messieurs, vous êtes des spécialistes, vous aussi peut-être, donc vous avez peut-être l'impression que je vais enfiler quelques perles, mais c'est pas grave, ça permettra de fixer les débats et de rentrer gentiment dans le sujet qui nous intéresse, en commençant d'abord par le constat formulé dans l'intitulé de cette conférence. On le voit aujourd'hui, c'est transparent dans toutes les crises et maintenant, dans tous les conflits, le cyberespace est devenu un théâtre d'opération. C'est ce que les militaires aiment bien appeler l'un des fameux nouveaux champs de la conflictualité. Je mets des guillemets parce que c'est un vocabulaire voilà, un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas. Avant la guerre d'Ukraine, certains brandissaient et craignaient le scénario du fameux cyber Pearl Harbor.
Bon, et puis aujourd'hui, certains se gaussent, certains rient en disant, bah, voyez, vous aviez prédit le pire et le pire n'est pas arrivé. Et c'est une réflexion intéressante et qui a été reprise publiquement par le patron de la cyber des armées, le général Bonnemaison, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Peut-être vous l'avez entendu, je vous conseille de la regarder. Il a dit, c'est pas parce que le pire n'est pas arrivé que le pire ne peut pas encore arriver. Voilà, donc ce qui est clair en tout cas, j'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, les attaques cyber sur l'Ukraine, quelques semaines avant le conflit, ont redoublé, voire triplé d'intensité. Tout le monde sait aujourd'hui que des attaques émanant de la partie russe s'en sont pris au système permettant aux Ukrainiens d'accéder à Internet via les satellites, mais également à des infrastructures économiques, militaires, civiles. On dit même que ces attaques ont un spectre très large, puisqu'elles ont ciblé des infrastructures gouvernementales, mais également jusqu'au niveau communal parfois. Donc elles ont été vraiment multispectres et multicibles contre des sites symboliques et d'autres un peu moins, mais gênant la vie des gens. Alors ça, évidemment, c'est la guerre d'Ukraine. Alors on va dire, évidemment, c'est un peu particulier. On est vraiment rentré dans une nouvelle ère de conflictualité. Mais au printemps 2022, on peut par exemple citer une attaque systémique qui a été orchestrée contre un tout petit pays qui s'appelle le Costa Rica, qui a été paralysé pendant plusieurs semaines, dont les systèmes gouvernementaux ont été paralysés pendant plusieurs semaines, à tel point que la vie dans ce petit pays a été bloquée, puisque la majorité des systèmes gouvernementaux étaient paralysés. Donc on voit bien que le Pearl Harbor n'a pas encore lieu, le cyber Pearl Harbor n'a pas encore lieu, mais il peut bien arriver. Et le général Bonnemaison dit une chose intéressante, il dit l'arme cyber est une arme du long terme, il faut du temps pour pénétrer des réseaux, pour mettre en place des pièges, et ensuite la manière dont les pièges se déclenchent peut être une question aussi de durée, donc on ne sait pas en matière de cyber de quoi sera fait l'avenir. Enfin, dernière petite élément à apporter au débat qu'on va voir dans une seconde, c'est le fameux rapport récent publié par Thales, qui est un des géants de l'électronique de défense et de la cybersécurité, des cyberproduits, des cyberservices. Donc ce rapport dit que la part des cyberattaques visant des pays de l'Union européenne est passée de 9,8% pour être précis à 46,5% au cours des 6 derniers mois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais récemment, les sites de l'Assemblée nationale ont été mis en berne pendant quelques heures par une attaque revendiquée par des hackers russes, soutenant en fait la Russie. Donc on ne sait pas évidemment si ce sont les acteurs gouvernementaux ou pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces attaques étaient simultanées avec des annonces nouvelles d'aider l'Ukraine. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une simultanéité entre des annonces politiques et des attaques. Bon, j'ai assez parlé, je pense que j'ai campé le décor. Je voudrais tout d'abord qu'on s'arrête sur le constat. Donc le constat est le suivant, selon l'intitulé de la table ronde, c'est qu'aujourd'hui, le cyber est consubstantiel de toutes les crises, de toutes les opérations. Je voudrais commencer par vous, Henri Dagrin. Vous êtes, vous, donc, au carrefour, enfin, une tête de réseau des grandes entreprises françaises. Alors, on a parlé d'Ukraine, c'est évident, on le sait maintenant que le cyber est présent. Qu'en est-il du point de vue des entreprises, de ce constat que la conflictualité au sens le plus large du terme. D'ailleurs, vous allez nous expliquer un peu comment vous percevez ce terme du point de vue de l'entreprise. Qu'est-ce que la conflictualité dans le cyber pour les entreprises et comment se manifeste aujourd'hui ou pas, mais je crois que vous n'allez pas me détromper, la recrudescence de cette conflictualité dans la sphère économique qui est la vôtre? Alors, d'abord, pour commencer, le CIGREF ne représente pas que des entreprises, puisque parmi les membres du CIGREF, les 2/3 sont effectivement des grandes entreprises de racines françaises, du CAC 40, du SBF 120, des grandes entreprises non cotées, mais également les grandes administrations publiques françaises sont membres du CIGREF, à commencer par les principaux grands ministères qui partagent avec les grandes entreprises, donc toutes les grandes organisations, des enjeux de transformation numérique qui sont très largement communs.
Ça, c'est la première chose qu'il faut bien voir. Et au cœur de ces préoccupations des adhérents du CIREF, qui sont donc au nombre de 155, grandes entreprises, grandes administrations publiques, la sécurité numérique est un enjeu majeur. Une chose qui est absolument importante, c'est de revenir à certains fondamentaux en matière de sécurité numérique. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'est l'espace numérique dans lequel se déploie cette conflictualité. Elle a quelques caractéristiques qui sont assez différentes de celles des espaces physiques, notamment les notions de territoire, de frontières, d'identité, de valeur, sont très différentes de leur acception dans l'espace physique. Et à partir de là, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte pour comprendre comment se déploie cette conflictualité dans l'espace numérique. Deuxième chose, deuxième élément très important, je ne vais pas le développer, mais je pense qu'il est fondamental, c'est celui de l'anonymat de cette conflictualité qui change de manière très substantielle les paradigmes de la guerre, les paradigmes de la conflictualité. L'anonymat, la difficulté d'attribution d'une attaque. Troisièmement, troisième constat qui est particulièrement important, c'est qu'il existe aujourd'hui, dans un contexte de développement de la cybercriminalité, je ne reviens pas sur ce constat depuis 5-6 ans que tout le monde fait, une cybercriminalité qui s'est mondialisée, professionnalisée, industrialisée, avec des chaînes de valeur de la cybercriminalité qui se sont développées, avec des spécialisations entre ceux qui forgent du code malveillant, ceux qui vont exploiter des réseaux de machines, ceux qui vont voler les datas, qui vont les vendre, qui vont valoriser tout ça, qui vont récolter les rançons et ainsi de suite. Il y a une spécialisation de cette industrie. Une filière industrielle qui s'est montée. Mais cette filière industrielle s'est montée dans une forme de porosité extrêmement problématique, avec des agences étatiques, para-étatiques, d'États qui ne partagent pas forcément nos valeurs. Je pense bien entendu à la Russie, je pense à l'Iran, je pense à la Corée du Nord, je pense même, très probablement, je n'hésite pas à le dire, à la Chine. Et donc, aujourd'hui... Les Iraniens sont très actifs. Les Iraniens, absolument. Ouais. Les Iraniens, d'autres États. Et donc, cette conflictualité internationale, cette cybercriminalité internationale ne sert pas que des intérêts vénaux de criminels, mais également des intérêts étatiques. Et du reste, lorsque une cyberattaque est constatée, notamment vis-à-vis d'un grand groupe, une cyberattaque sophistiquée, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, en tous les cas, pas les entreprises, pas ceux qui en sont les victimes, si cette attaque est effectivement un acte purement criminel ou si cet acte criminel masque, camoufle une attaque de nature étatique, soit pour de l'espionnage, soit pour de la destruction d'infrastructures importantes, essentielles ou vitales, soit pour réaliser du dépôt d'armes logiques, soit enfin pour tester des systèmes de défense. Donc vous confirmez que vous avez deux problèmes en fait. Vous avez un problème de masse, de recrudescence, de systématisation des attaques, et vous avez un problème d'identification, parce que d'identification pour pouvoir répondre aux problèmes en fait. C'est toujours difficile sur un marché, si on ne connaît pas ses adversaires, de les contrer. C'est pour ça d'ailleurs que le CIGREF, d'abord, a pris les membres du CIGREF ont pris leurs responsabilités et se protègent. Il faut voir que sur les 5 dernières années, les crédits affectés à la cybersécurité dans les grandes entreprises a été multiplié d'un facteur 3 pour les entreprises les moins sensibles à plus de 5 pour les entreprises les plus sensibles. Sur les 5 dernières années, il n'y a pas d'autre secteur d'activité dans le numérique qui ait connu une telle croissance des budgets qui y sont attribués. Voilà. Mais, dans un deuxième temps, ce que demandent les entreprises, ce que demandent les organisations utilisatrices, c'est que les États, et notamment la France, mais les États européens prennent leurs responsabilités. Alors ça, on va y passer après. Leurs responsabilités pour réduire cette conflictualité, et j'y reviendrai, et je pense que c'est important dans notre débat. Alors, je vais me tourner vers Elewina. Je ne prononce pas son nom pour ne pas l'écorcher.
Il y a dans ce paysage que vient de décrire Henri Dagrin, il y a des entreprises un peu particulières, qui ont un rôle un peu particulier. On l'a découvert notamment à l'occasion de la guerre d'Ukraine. Il y a un certain nombre d'entreprises, et à commencer par les entreprises américaines, mais pas que, qui sont, comment dirais-je, se sont investies dans une cause, dans un camp, qui ont rejoint un camp, de manière, comment dirais-je, idéaliste, ou c'est-à-dire sans facturer de prestations, ou aussi en facturant des prestations. Toujours est-il que ces entreprises sont, comment dirais-je, elles ont un double problème, c'est-à-dire qu'elles développent, elles mettent à disposition d'un camp des technologies, des services, et elles, de ce fait-là, elles rentrent dans un risque, elles créent un risque d'être un jour, comment dirais-je, rattrapé par, je ne sais pas, un dommage collatéral, un service ou un produit qui ait été utilisé à des fins non souhaitées. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces problèmes-là que vous connaissez, que vous étudiez de près, puisque, je le rappelle, vous êtes à l'Institut Kosciuszko qui travaille régulièrement en lien étroit avec l'OTAN en particulier sur les questions de cybersouveraineté et de cyberdéfense. En ce qui concerne les entreprises, je crois que la guerre en Ukraine nous a montré à quel point les limites entre les secteurs privés et publics sont assez transparentes. Nous n'avons jamais vu autant d'entreprises privées, surtout américaines, qui participent. Donc nous voyons depuis le début de la guerre, et même les semaines avant, nous avons vu de plus en plus d'entreprises comme Microsoft, Google, Mandiant, etc., et des petites entreprises qui proposaient leurs solutions à l'Ukraine gratuitement pour la plupart du temps, des instruments, des outils, des équipements, des services. Et tout était donc gratuit, grosso modo. Donc, ces entreprises ont pris une responsabilité sur leurs épaules, et d'après dans les discussions que j'ai eues avec leurs représentants, ils sont tout à fait conscients du risque qu'ils prennent. Le prix est donc très élevé parce que c'est la libération de l'Ukraine. C'est notre business pour l'Europe, c'est important pour l'Alliance transatlantique. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont prêts à prendre ce risque. Mais ça les met dans une situation vraiment très inconfortable. Comme ces sociétés travaillent avec les civils et les militaires, parce que l'Ukraine travaille dans le numérique dans les différents secteurs d'activité, civils et militaires. Ces entreprises sont partie prenante gratuitement, mais elles doivent aussi penser qu'il va falloir faire attention. Quelle est l'utilité que l'on va faire de ce qu'ils donnent? Ça n'a jamais été discuté. Nous avons vu quelques développements au cours des dernières années, comme Microsoft qui fait une sorte d'ambassade à côté des UN, de l'ONU. Huawei Trade Technology Council a développé des liens diplomatiques et technologiques avec le secteur public et privé. Je pense que ce que nous avons préparé au cours des 3 dernières années nous a préparé à ce qui est arrivé en Ukraine. C'est vraiment une situation un peu désagréable. Précise, si vous permettez. J'ai cité tout à l'heure le Parlement français qui a été victime récemment d'une cyberattaque revendiquée par des hackers russes. Est-ce qu'on a connaissance d'attaques ciblant de manière plus importante et plus systémique une de ces grandes entreprises que vous avez citées, qui est connue et qui ne cache pas et qui fait même de la publicité sur son engagement pour un camp dans la guerre en Ukraine, en l'occurrence la partie de Kiev? Est-ce que, autrement dit, certaines entreprises en payent déjà le prix, à votre connaissance? Oui. Les rapports de Microsoft qui sont publics le disent.
Ils ont beaucoup de traces d'attaques sur les infrastructures privées, donc elles payent déjà le prix. Cependant, ils continuent, ils ne baissent pas les bras, ce qui est assez impressionnant. Cela vaut aussi pour les ministères. Ils sont conscients des conséquences, ils payent déjà un prix. Et il y a des gouvernements qui supportent l'Ukraine, comme la Pologne, par exemple. Nous sommes très concernés en premier lieu parce que ce qui arrive chez nos voisins peut arriver très rapidement chez nous. Nous sommes très conscients de ce risque. Et vous pouvez aussi voir que la Russie et d'autres pays qui s'alignent sur la Russie ont attaqué des alliés de l'Ukraine. La Pologne, notamment, a reçu des attaques, mais nous avons les mesures en place. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais nous avons un niveau très élevé d'alarme depuis décembre 2021. Cela ne s'arrête pas. Pour cet éclairage vers l'Est. Brunsen Bertrand, vous êtes évidemment, vous n'êtes pas immergé dans le monde de l'entreprise, et encore, vous avez sans doute beaucoup de contacts, mais vous êtes en particulier en contact permanent avec le microcosme des experts du droit européen. Est-ce que vous constatez que cette augmentation des risques et des menaces avérées dans le cyberespace et des opérations cyber, comment dirais-je, alerte des gens qui sont en charge de réfléchir et d'agir sur la partie qui va nous intéresser à tout à l'heure, c'est-à-dire la régulation, les problèmes de droit. Est-ce qu'il y a une espèce de nouvelle conscience que l'inquiétude, qu'il faut vraiment maintenant trouver un moyen de... Quel est l'état d'esprit de la communauté des juristes à laquelle vous appartenez, qui travaille sur ces problèmes de régulation liés au numérique? Merci pour cette question. Oui, qui est très forte au niveau européen, avec beaucoup de textes qui sont en train d'être adoptés. Alors en cyber, il y a une difficulté en droit européen, c'est qu'on est à la fois sur des enjeux un peu de souveraineté où les États sont quand même assez réticents à partager des informations, à dévoiler leurs vulnérabilités et à transférer des compétences au niveau européen pour des questions qui sont quand même assez sensibles et qui concernent aussi des questions régaliennes au fond. Et dans le même temps, les États ont aussi pris conscience, on parlait de souveraineté numérique, qu'ils ne peuvent plus être souverains seuls et que c'est l'échelon européen qui est pertinent pour avoir une action un peu efficace au niveau de la régulation. Alors la difficulté, c'est qu'il y a des niveaux de cyber-résilience, de cybercapacité extrêmement différents d'un État à l'autre. Donc il y a quelques années, on a fait une première directive Nice. Alors c'était une directive, beaucoup de marge de manœuvre aux États pour essayer. Nice, c'est sur SRI, sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Voilà. C'était pour obliger contraindre les opérateurs de services essentiels, donc vraiment les infrastructures très critiques, à prendre quelques mesures. Mais c'était une directive en fait qui avait des ambitions assez faibles. Tout simplement parce que les États étaient réticents. C'était surtout pour prendre conscience, que les États prennent conscience, que les entreprises prennent conscience de l'enjeu cyber. Là, tout le monde parle de Nice 2, donc de celle qui a été adoptée le 14 décembre dernier, où là, on renforce quand même le niveau d'exigence, on élargit considérablement le scope des entreprises qui sont concernées. Ça va demander, en termes de dépenses, je crois que ça va être peut-être 30, je crois que les chiffres, c'est 25% de dépenses en plus dans les années à venir pour ceux qui n'étaient pas dans le scope de Nice 1, et on est à 12-15% pour les autres. Donc, il y a pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Nice 2, en fait, étend ses obligations à un spectre beaucoup plus large d'entreprises et d'organisations. À part les micro-entreprises, toutes les entreprises vont y être soumises. Donc, et encore, il y a des micro-entreprises qu'on prend en compte les chaînes de valeur, les fournisseurs, les prestataires, parce qu'il peut toujours y avoir une faille avec le syndrome un peu du passager clandestin, la petite entreprise qui travaille pour une grande et qui pense être protégée alors qu'en fait l'attaque va venir de là. Donc on prend en compte les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, et donc on est au-delà de la prise. On prévoit aussi des sanctions.
Donc il y a un contrôle qui va être à la fois en amont pour les mesures qui devront être prises, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, et ensuite un contrôle par des régulateurs indépendants, ça peut être l'ANSSI ou le Centre de réponse aux incidents de cybersécurité, une fois qu'il y a une cyberattaque, pour avoir une réponse appropriée. Donc ça, c'est décembre 2022. Ça, c'est donc NIS 2, c'est décembre 2022. À côté de ça, il y a un Cyber Resilience Act qui a été proposé. Vous m'en gardez quelques-uns pour tout à l'heure. Oui, ouais, vous ne me dites pas tout. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, hein, vous confirmez le fait qu'il y a aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle préoccupation des régulateurs ou des gens qui ont un rôle dans la régulation à s'emparer de ces problèmes et à trouver finalement, dans des dossiers très compliqués, on va y venir tout à l'heure, une voie, des moyens pour surmonter les nouvelles difficultés. Oui, oui, tout à fait. Okay. Il y a la prise de conscience et puis des textes qui posent aussi la difficulté, c'est que vous parliez de la communauté des juristes. Pour des juristes, il y a un peu un coup d'entrée dans cette matière pour comprendre, parce que c'est un peu abstrait, une cyberattaque, de logiciels, etc. Il y a plein de points d'entrée. Ça peut être sur les infrastructures, ça peut être au niveau logiciel, ça peut être aussi dans l'espace informationnel. On parle de cybersécurité, mais c'est très lié à la cyberdéfense. Tout à l'heure, tu évoquais la question qu'on ne sait pas toujours en termes d'attribution. Est-ce que ça vient d'un État? Est-ce que c'est un agent qui travaille pour lui-même, pour un État, par idéologie, ou juste parce qu'il gagne de l'argent comme ça? Donc, du coup, c'est assez difficile à identifier. La frontière cyberdéfense, cybersécurité, elle est ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, on va revenir, on va creuser un peu tout à l'heure, mais juste avant, pour prolonger l'aspect constat, je voudrais quand même revenir sur le deuxième terme de la table ronde, qui est escalade. Henri Dagrin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous craignez... Alors, l'escalade, c'est un terme militaire, ça fait référence en particulier à tout le vocabulaire du dialogue stratégique concernant la dissuasion, les armes de dissuasion massive et évidemment nucléaire. Donc, escalade égale crise de Cuba égale mars 2022. Bon, ça c'est... Voilà, ça c'est je dirais, c'est le paysage qui est adossé au mot escalade. Est-ce que, Henri Dagrin, vous le prenez comme tel, j'imagine que non, pour le risque cyber? Comment vous l'interprétez? Et puis, est-ce que pour vous, il y a un vrai risque d'escalade avec la définition que vous allez nous en donner tout de suite? Ou peut-être vous réfutez ce mot d'ailleurs. Oui, ce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, les catégories que l'on connaît dans le champ physique et la conflictualité traditionnelle, classique, ne s'appliquent pas à l'espace numérique ou dans des conditions extrêmement différentes. C'est pas moi qui ai écrit le... Oui, non, mais je ne conteste pas la façon dont on pose la question. Ce que je contesterais, ça serait une transposition systémique des catégories du champ physique vers l'espace numérique. L'escalade, nous, on l'a d'abord. On n'a pas d'exemple d'escalade de conflit dans l'espace numérique. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça peut correspondre. Et je pense qu'il faut rester très prudent sur la façon dont on peut comprendre ce terme. En revanche, il y a une chose dont on est assez sûr, et même nous le revendiquons au CIGREF, c'est que la capacité qui pourrait être donnée aux entreprises ou aux organisations privées de se doter d'une capacité à répliquer face à une attaque dans l'espace numérique, alors là, pour le coup, nous sommes fondamentalement contre. On appelle ça le hackback. Moins la capacité, bien sûr, mais l'autorisation surtout. À partir du moment où on a une capacité, on la met en œuvre. Nous, ce que l'on dénonce, c'est cette idéologie ou cette doctrine du hackback, et nous pensons que c'est de la responsabilité des États et qu'il appartient aux États de se doter des dispositifs qui permettent d'éviter que chacun ait à se faire justice soi-même dans l'espace numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les États, et notamment en Europe, fassent cesser les carences réelles constatées, par exemple, dans les moyens de police et de justice dont ils disposent pour faire cesser l'activité cybercriminelle. En France, on peut parler véritablement de carence. Les magistrats, les nombres de magistrats qui peuvent instruire les cas les plus complexes sont au nombre de 2,5 en France.
les équipes de police et de police qui peuvent investiguer se comptent sur les doigts Alors, de deux mains. il faut dire quand même que c'est un débat qui est réel, qui est en particulier alimenté aux États-Unis par différents lobbyistes. Le terme n'est pas bon. Il y a un débat de doctrine sur cette histoire de Hackbat, c'est-à-dire la capacité finalement, quand on est attaqué, d'avoir le droit sans encourir une procédure de la part de l'État fédéral, de se défendre. C'est important. Est-ce que, et Welinda, de votre côté, du côté de la Pologne, dans les organisations avec lesquelles vous travaillez, est-ce que cette question de l'autorisation, en quelque sorte, de la légitime défense, au nom de la légitime défense, de riposter avec des outils, avec des capacités, qui pourraient entraîner à ce moment-là une espèce de guerre, de cyber-guerre, un peu comme un nouveau Far West, un cyber-Far West, est-ce que c'est une question qui agite les gens que vous fréquentez? Il y a bien sûr des discussions sur la cybercriminalité et les cyberguerres et où mettons la frontière. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà dans une guerre cyber. Et est-ce qu'il s'agit de cyber-incidents ou conflits? Il y a différents degrés. On a beaucoup de discussions à ce sujet. En particulier, nous essayons de nous protéger depuis 2021. Ça fait 2 ans qu'on essaye de réfléchir à cela et de travailler avec des entreprises pour qu'elles renforcent leurs infrastructures critiques. Parce que notre secteur énergétique, par exemple, doit être protégé puisque c'est une infrastructure critique. Mais quelles sont les données gouvernementales qui doivent être protégées? Donc, nous avons beaucoup de conversations sur ce sujet, sur la manière de se protéger par rapport à ces menaces. Elles sont réelles, pas seulement dans l'espace cyber. C'est quelque chose qu'on nous bombarde depuis des années. Mais ces informations qui viennent du Kremlin nous inquiètent évidemment. Alors, il y a beaucoup de scénarios auxquels on réfléchit. Notre gouvernement y travaille, en particulier le ministère de la Défense. Nous avons établi la cybercommande qui travaille sur ces sujets. Le commandeur en chef dirige également le commandement cyber au niveau mondial. Est-ce que dans ces travaux de doctrine, est-ce qu'il y a on évoque la possibilité de riposter au nom de la défense? Je parle dans le cyber espace. Juste d'un mot, si vous voulez bien. Je ne sais pas si on y en parle réellement, mais notre gouvernement se prépare à différents scénarios. Et je ne peux pas vous répondre par oui ou non. Alors, la régulation, on en parle depuis longtemps, Brunsen-Bertrand, et on voit bien que dans le cyberespace, c'est très compliqué. On parlait tout à l'heure de la dissuasion, il y a des dialogues stratégiques, il y a des traités de désarmement, on a conquis l'espace, on a fait les traités, mais là aussi, il existe des traités, mais c'est parfois compliqué. Comment, alors, il y a plusieurs raisons, mais quelles sont les principales raisons pour lesquelles finalement il est très difficile de se mettre d'accord sur une régulation sur le net? Est-ce que c'est philosophique à la base? Est-ce que c'est lié au système? Est-ce que est-ce que vous voyez déjà l'esquisse de pistes qui pourraient fonctionner? Et puis on parlera tout à l'heure de l'appel de Paris et de la suite. C'est difficile déjà au niveau européen où on est quand même assez proche. Il y a quand même des visions assez différentes de ce que doit être une politique de défense ou de cyberdéfense. Il y a quand même des positionnements stratégiques et géopolitiques très différents des États. Certains qui ne conçoivent pas une souveraineté européenne si c'est au détriment d'un lien avec la relation transatlantique.
Il y a des États qui sont beaucoup plus dans une approche d'autonomie stratégique européenne. Donc, il y a des visions extrêmement différentes qui s'expriment, y compris sur les textes européens. Alors, a fortiori à l'échelle internationale. Et puis, la régulation, il faut voir que le droit s'applique quelque part. Effectivement, les notions de territorialité sont un peu redéfinies. Alors, c'est vrai que D'extraterritorialité aussi. Alors voilà, c'est ça. Chaque État est un peu tenté d'avoir une approche extraterritoriale pour essayer de mieux saisir la régulation du numérique dans sa globalité. On a comme ça des échanges de lois. Alors, nous, au niveau européen... 1, 2, non. Ça marche plus. On n'a plus de... Il n'y a plus rien, là. C'est embêtant pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Ah oui, pardon. Oui, en effet, si on tape le micro, ça lui... Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qui se... Il y a un souci électrique, D'accord. il faut redémarrer. Il faut arrêter de... Moi, je vous entends. Vous m'entendez pas, là, en français? Non, c'est pas vous qu'on va redémarrer, hein, c'est le système. Ah, ça y est, c'est revenu. Ouais, donc, Brunsen, vous disiez donc, effectivement, il y a une question de territorialité et je vous relançais extraterritorialité. Ouais, un mot là-dessus, c'est intéressant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a adopté, par exemple, le RGPD sur la protection des données personnelles, plutôt des Européens, les États-Unis ont répliqué en adoptant le Cloud Act. Nous, on va répliquer en adoptant un règlement européen e-evidence. Et dans les régulations qu'on adopte, le projet de régulation pour l'IA ou pour toute une série de régulations, on assume, alors les États-Unis l'assument depuis très longtemps, mais nous, au niveau européen, on assume cette forme d'extraterritorialité pour essayer d'avoir une approche juridique un peu plus pertinente par rapport à ce cyberespace. Et encore une fois, il y a, sur ce qui est infrastructure physique, on a essayé un petit peu de réguler les choses, notamment au moment de la 5G. On a pris un peu conscience du cyberespionnage chinois et autres. Je passe sur la loi anti-Huawei. Sur ce qui est logiciel, donc c'est le fameux Cyber Resilience Act qui va essayer d'agir à ce niveau-là. Et il y a aussi une difficulté sur l'espace informationnel, les ingérences dans l'espace, les manipulations de l'information, les ingérences étrangères. Et ça, c'est difficile à réguler parce que en général, on peut alimenter les phénomènes complotistes en donnant l'idée d'une vérité officielle, qu'il n'y a plus de liberté d'expression, qu'on peut même plus. Et donc, parfois, la régulation peut avoir des effets contraires à. Voilà, à ce qu'elle cherche à encadrer. on revient à l'équation philosophique. Henri Dagrin, les États ont du mal à s'entendre, puisque en fait, le cyber est éminemment souverain et qu'il y a des technologies duales. Est-ce que en tout cas, c'est ce que disent les militaires. Hein. Moi, je ne fais que le porte-parole de ce que j'entends. Mais votre avis m'intéresse, nous intéresse. Est-ce que, justement, là où les États sont parfois confrontés à des problèmes, des logiques de souveraineté, est-ce qu'une régulation efficace ne pourrait-elle pas venir des grandes organisations? Et après, Elewina nous dira peut-être un mot là-dessus. Quand je dis grandes organisations, c'est évidemment les entreprises en particulier. Bien sûr que les militaires et la cyberdéfense est appréhendée dans un ministère, dans les armées, de façon différente dans les entreprises. D'abord parce que aujourd'hui, l'activité dans le champ cyber précède, accompagne et prolonge toute opération militaire désormais dans le champ physique. Mais l'ANSSI dit la même chose. Donc c'est pas la même. On n'a pas les mêmes intérêts. Une entreprise et même une organisation publique, hein, quelle qu'elle soit. Prenez l'exemple de sujets qui sont importants pour nous, qui ont des très grands systèmes d'information qui sont membres du CIREF, la Caisse nationale d'assurance maladie, vieillesse, famille, ce sont des usines numériques qui nous versent nos prestations à tous. C'est important. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de protéger
les données et les traitements associés à ces données. Et donc, dans ce contexte, elles ont, les grandes organisations, quel est leur besoin? Eh bien, c'est que les États garantissent un certain niveau de sécurité dans leurs activités numériques. Alors, ça veut dire 4 choses. Bon, d'abord, la cybersécurité, il faut que les États permettent à des écosystèmes technologiques de prospérer. C'est fait, notamment en France et en Europe, ça fonctionne bien. Et les entreprises, notamment les grandes entreprises, les grandes organisations publiques, aujourd'hui ont des niveaux... C'est avoir des briques technologiques sur le marché à disposition. Première chose. Deuxième chose, c'est de renforcer de manière extrêmement importante les moyens de police et de justice qui permettent d'appréhender les cybercriminels. Donc c'est le sujet des compétences. Troisième chose, c'est de développer des capacités de cyberdéfense dans la profondeur permettant aux États d'éviter notamment les logiques de hackback, c'est-à-dire d'aller appréhender les agresseurs là où ils sont, de les identifier et de les neutraliser, soit de manière Ça, je crois que c'est le numérique, cas. soit de manière physique. Ça appartient aux États. Et la quatrième chose, eh bien, c'est de développer des régulations qui permettent de renforcer la sécurité. Je prends un exemple. Depuis 4 ans, le CIGREF fait son travail d'influence pour demander que l'on renforce, qu'il y ait des obligations de sécurité minimale dans les produits et services numériques qui sont mis sur le marché européen. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, l'industrie du numérique est la seule industrie, la seule en Europe, à n'être soumise à aucune obligation de sécurité. Vous savez, la marque CE, aucune. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur le marché du code développé avec les pieds, bourré de failles, eh bien, la responsabilité de la sécurité incombe uniquement à l'utilisateur. Eh bien, ça va cesser. Ça y est, ça Alors, attendez, est arrivé. qu'on vous comprenne bien, oui. Attendez, je finis. Ouais. Il y a une initiative législative qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui va imposer aux éditeurs de logiciels, aux fabricants de produits numériques, des obligations minimales de sécurité et de règles prudentielles sur l'ensemble du cycle de vie de ces produits. Et ça date publié, le projet de la Commission européenne a été publié le 15 septembre. Et il y a moins d'un mois, les États-Unis ont présenté une nouvelle doctrine cyber avec les mêmes exigences où, c'est la Maison-Blanche qui dit, désormais, un éditeur qui aura fourni du code mal sécurisé, eh bien, ça sera sa responsabilité qui sera engagée en cas d'attaque d'un utilisateur d'un de ses clients. Donc vous nous dites que la régulation, vous nous ça dites marche, que cette ça initiative existe. de l'Union européenne, pour une fois, a conduit les États-Unis A conduit, en tous les cas, à on a des calquer, à logiques copier. identiques. Voilà, c'est ça. Ouais. On a des logiques qui sont convergentes. Et donc, ça veut dire qu'en tous les cas, sur l'espace euro-atlantique, on peut avoir des logiques de régulation convergentes sur des sujets aussi importants. Vous confirmez, Ewelina, vous qui êtes très, très focalisé sur cet espace euro-atlantique, qu'on peut effectivement avoir des logiques convergentes et non pas toujours concurrentielles jusqu'à même créer quelques soucis. Est-ce qu'aujourd'hui, en particulier, pour reprendre la question de tout à l'heure, est-ce que les organisations privées peuvent être justement fournisseurs ou, comment dirais-je, celles qui permettront de trouver des régulations dans cet espace un peu compliqué? Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en considération ici. Alors, ce qu'on voit au Conseil euro-américain, ce n'est pas seulement des entreprises américaines qui vont faire du lobby au niveau européen. Donc, cette situation ne se passe plus aujourd'hui. Nous avons des délégations de l'Europe, des États-Unis à très haut niveau. Il y a des groupes de travail qui travaillent sur la cybersécurité, parmi d'autres choses. Ils sont très spécifiques sur les choses qu'ils veulent faire et la manière dont ils veulent réguler les choses. Nous voyons que les États-Unis changent un petit peu. Avant, il y avait un état d'esprit que la régulation tuait l'innovation. Et maintenant, ils ont changé
ils sont en train de changer sur cette question. Les entreprises américaines souhaitaient moins de réglementation, mais ils doivent faire en sorte de respecter les réglementations européennes. Donc, il y a beaucoup de lobbies de sociétés américaines, Google, Microsoft, etc., ont rencontré des décisionnaires européennes. Et ça ne passe plus parce qu'il y a le TTC aujourd'hui. C'est un grand espoir pour nous, mais voyons où ça va nous mener. Mais c'est dans un esprit de coopération que les choses se passent. On va peut-être pouvoir coordonner nos marchés d'une meilleure manière. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Une des choses que l'on pourrait faire, c'est que sur la surface, on est d'accord sur le fait qu'on veut que chacun soit responsable dans le cyberespace. Mais qu'est-ce que ça veut dire la privacy? Eh bien, il y a quand même des petites différences. Et ça, il faut encore en discuter. Et on prendra les choses au niveau suivant et on discutera plus précisément ensuite. Est-ce que vous voulez que l'on ouvre les échanges sur ces sujets? Alors, voilà, le spectre a été large, le constat, l'escalade, les problématiques de régulation, les pistes justement pour contourner en fait les freins légitimes d'ailleurs liés aux souverainetés, au point de vue de concurrence. Est-ce que est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ouvrir le feu des questions? Profitez-en. Merci. Alors, voilà, merci beaucoup. Si vous voulez prendre... Ouais, pardon. Ouais. Bonjour. Moi, je me demandais, là, on a parlé de la régulation et que la réglementation était surtout européenne. Et je voulais savoir, est-ce que la France va aussi mettre à côté de ça sa propre stratégie juridique, du coup, française en droit public interne, du coup, ou ça va rester quand même très européen? Voilà. Excellente question. La France peut, d'ailleurs, elle a, en réaction à Nice 1, pris toute une régulation pour les opérateurs d'importance vitale. Et comme c'est une directive qui laisse des marges de manœuvre, les États peuvent ajouter des règles, peuvent avoir des règles plus protectrices s'ils le veulent par rapport au niveau européen qui c'est une directive d'harmonisation minimale. Donc c'est un plancher en quelque sorte. Les États pourront ajouter, tant que ça ne rentre pas en contradiction, pourront ajouter du droit et des exigences plus protectrices. Et par exemple, on a parlé donc de Nice, du Cyber Resilience Act, il y a aussi le Cyber Security Act. C'est des niveaux de cybersécurité, de certification volontaire. Et donc, il y a les outils pour aller plus loin. Et peut-être que votre question, c'était est-ce que la France peut, par anticipation, présenter en fait des textes ou esquisser en fait une doctrine? C'est ça, non? Moi, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que la production juridique dépendra essentiellement de l'Union européenne ou est-ce que la France aussi peut avoir ses propres règles? Alors, il y a deux questions. Ouais. Il faut quand même rester prudent sur ce que l'on fait à un échelon national au sein de l'Europe. C'est 27 États. Il faut éviter à tout prix les divergences. Et nous avons besoin, en tous les cas, quand on est une grande entreprise, une grande organisation, on a besoin de règles qui soient équivalentes sur un marché qui a une maille qui soit significative. Et la maille significative pour le champ numérique, c'est à l'évidence la maille européenne. Et nous ne souhaitons pas, en tous les cas c'est ce que nous répétons, à ce qu'il y ait des régulations, des législations qui s'appliquent exclusivement au niveau national. Ça n'a plus de sens aujourd'hui dans le champ numérique que d'avoir, en tous les cas pour des acteurs privés, pour des grandes entreprises, d'avoir des régulations qui soient exclusivement nationales. Et si on le fait, attention, ce qui se passe, c'est que après il y a en Europe, et c'est déjà arrivé, il y a ensuite une concurrence qui s'installe au plan économique entre les différents États, avec certains États qui sont des pavillons de complaisance de la régulation numérique. Des pavillons de complaisance,
c'est-à-dire certains États qui offrent, on va prendre l'exemple Oui, qui soyez est assez concret. flagrant, Soyez concret. sur le RGPD, la CNIL irlandaise, à l'évidence, a été pendant très longtemps extrêmement complaisante vis-à-vis des acteurs américains qui étaient installés sur son sol. Un pavillon de complaisance de la régulation des données à caractère personnel. Mais ça, Et ça se retrouve, Ouais. ça se retrouve à plusieurs endroits. Donc, il ne faut pas laisser s'installer comme ça des concurrences entre les États européens, des concurrences juridiques. Bon, on retrouve le même problème sur la fiscalité. Ça, c'est pas lié au numérique, à mon avis. Mais bon, ouais. En tous les cas, on le retrouve dans le numérique. Ouais. Intéressant. Merci pour votre question. C'est toujours la première et toujours très compliquée. Mais je suis sûr que... Ah, je savais qu'il y avait des bons élèves au fond de la salle. Oui, bonjour. Par rapport au Cyber Resilience Act, on peut bien comprendre effectivement qu'il va demain être très important d'avoir une responsabilité qui va sur les éditeurs de logiciels et de solutions. Mais au final aussi, de l'autre côté, malheureusement, ça veut dire que ça a un coût aussi, ça. Parce que moi, je travaille dans beaucoup de startups, et pour des petites entreprises qui sont dans l'innovation, comment on va pouvoir justement demain garantir qu'elles vont avoir ça, c'est-à-dire qu'elles vont avoir à la fois le financement et qu'elles vont pouvoir continuer d'être choisies par des grandes entreprises parce que justement, elles vont être petites et on va considérer que c'est encore une fois, c'est les grands qui vont bénéficier de ce mouvement parce qu'ils auront les moyens d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous accepteriez de monter dans une voiture qui est celle d'une start-up qui n'aurait pas la même sécurité que celle d'un grand groupe? Non, c'est pas ce que je dis. Moi, j'accepte pas ça. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on va donner les moyens aux startups d'être au niveau, justement? Est-ce que les startups vont aller chercher les moyens pour être au niveau d'une régulation qui s'appliquera à tous en matière de sécurité des produits et services numériques? Ça va dépendre du financement qu'on va leur donner. Ouais. Moi, si vous voulez, non, c'est ça que je pose comme question. C'est-à-dire que moi, j'ai été là-dedans et je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'on a bien vu que quand on a sorti le RGPD, les premiers qui ont été compliant, c'était Google. Ce n'était pas les petites sociétés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut des régulations, je suis absolument d'accord, mais l'enjeu aussi, c'est de pouvoir supporter et d'accepter que l'innovation continue, tout en aidant ces sociétés, et vous avez raison, à faire du bon boulot, mais ça a un coût. Je crois qu'on a un souci avec le terme innovation. Aujourd'hui, les utilisateurs, notamment les utilisateurs professionnels, ils n'attendent pas de l'innovation pour de l'innovation. Ils attendent de l'innovation pour certaines valeurs, et notamment celle de la sécurité dans l'espace numérique est une valeur qui leur est particulièrement chère en ce moment, chère au double sens du terme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça bénéficie qu'aux acteurs américains. Voilà, c'était un peu ça, quand même. Voilà, c'est quand même le sens de mon propos, vous voyez, parce que... C'est une régulation qui s'imposera à tous les acteurs qui souhaiteront mettre sur le marché européen des produits et des services numériques. Et moi, j'avais compris quand même que le coût de la régulation était peut-être moins élevé en matière numérique que la régulation sociale, fiscale, environnementale, etc. Parce que justement, on était dans le monde numérique. Donc, je comprends ce que vous dites, mais j'avais cru comprendre quand même que le ticket, si vous voulez, d'investissement d'entrée pour se mettre au niveau des régulations était quand même plus accessible. Peut-être c'est une erreur. Question. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, en fait, quand on veut engager comme ça la sécurisation des produits et services numériques, il va y avoir, je pense, au contraire, pour les entrants sur le marché, une simplicité supérieure à ce que vont devoir faire ceux qui ont déjà tout un patrimoine dont il va falloir restaurer la sécurité. Donc, à l'inverse, je pense que ça va bénéficier aux nouveaux entrants. Oui. À l'inverse. Parce que eux, d'entrée de jeu, ils vont partir de la feuille blanche en sécurisant leurs produits pour être compliant avec, pour être conforme au CRA, au Cyber Resilience. Security Donc, vous voyez, by à l'inverse, Security by design dès le début. Absolument. La sécurité par conception, ça va être très compliqué pour ceux qui ont déjà un legacy extrêmement important. Et là, pour certains, ça va même être un Himalaya à grimper. Et aujourd'hui, ils sont en tongs. Bon, merci pour ces très bons clients, Henri Lagrin, pour les journalistes. Très bons clients. C'est punchline sympathique. Est-ce il est 13h, mais on a peut-être quelques minutes supplémentaires si vous nous le permettez pour répondre à une question ou une autre ou continuer le débat. Merci, monsieur. Bonjour.
Merci pour ces interventions intéressantes et les visions différentes entre la Pologne et ça nous enrichit toujours d'avoir des visions pas franco-centrées. On a parlé d'escalade, on a parlé de réaction cyber dans un contexte où les perceptions sont différentes. On l'a vu, la perception polonaise n'est pas forcément la même que la perception française. Est-ce que pour réagir là-dedans, il ne faudrait pas qu'on partage une vision commune? En fait, pour réagir à un incident, c'est d'abord identifier l'incident. D'où il vient, comment, pourquoi. Enfin, voilà, il faut le comprendre. Les militaires, ils aiment bien parler de Common Operational Picture. C'est essayer de voir ensemble, partager la situation pour pouvoir réagir par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous penseriez d'une vision cyber commune, une Common Operational Picture, cyber, qui ne serait pas délivrée par un acteur privé ou un acteur étranger à l'Europe? Juste un petit élément. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intervention de Thierry Breton hier soir. Bon, c'est ce qu'il a annoncé. En gros, c'est ce qu'il a annoncé. Justement, la création de SOC connectés au niveau européen pour établir justement cette Common Operational Picture. Et puis, un Cyber Solidarity Act permettant à l'ensemble des acteurs européens de coopérer face à la menace. Ça me semble aller dans ce sens-là et je pense que c'est une excellente chose. Et Welina. Et vous voyez aussi d'autres initiatives dont j'ai parlé, par exemple que la Pologne il me semble aussi qu'il y a eu le commandement en chef de cyber en France. Il y a eu des déclarations qui ont été faites. Nous voyons une coopération, mais nous ne pouvons pas exclure des sociétés privées. Elles sont essentielles pour ce qui se passe au niveau militaire. Et à l'avenir, pour des conflits futurs, nous ne pouvons pas les éviter. Et nous voyons ce que font les militaires. Évidemment, je ne peux pas tout dire, ce que fait les militaires polonais. Mais ils se préparent pour le forum en octobre. Et ils ont l'intention de faire des ateliers très pratico-pratiques. Et je pense que c'est important de travailler avec le secteur privé, pas seulement en Pologne, mais avec toute une série d'autres États. Le secteur privé doit en faire partie, puisque c'est eux qui produisent ces produits. Et je pense que c'est important, puisque les infrastructures de nos systèmes privés, de nos systèmes cyber, viennent du secteur privé. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement Ewelina Kasprzyk de l'Institut Kosciuszko pour avoir participé depuis la Pologne à cette table ronde. Merci aussi à Brunsen Bertrand, professeur à l'Université de Rennes, et à Henri Dagrin, directeur général du SIGREF, d'avoir alimenté et insufflé des images à ce débat de haute volée. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat.